Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, jeudi 9 avril 2020, c'est jeudi saint chez les fidèles catholiques. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques fidèles catholiques dans la ville de Cotonou pour savoir ce qu'ils retiennent de ce jour. Rencontre ce jeudi entre les membres du gouvernement et les pharmaciens du Bénin. Le but est d'échanger sur les nouvelles mesures gouvernementales pour la lutte contre la propagation du Covid-19. Et puis le gouvernement a revu le calendrier scolaire 2019-2020. Les congés du deuxième trimestre ont été prorogés jusqu'au 10 mai 2020. Ce sont quelques décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Jeudi 9 avril 2020, c'est jeudi saint chez les fidèles catholiques. C'est le jeudi qui précède donc la fête de Pâques. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques fidèles catholiques pour savoir ce qu'il faut retenir ce jour. Suivons-les au micro de Romaric Dossa. Le jeudi saint, encore appelé le jeudi de la Seine, est le dernier jeudi du temps de carême. Comme nous le dit le magistère, la tradition de l'Église catholique, c'est en ce jour où le Christ, à la veille de sa passion, a institué le sacrement de l'Eucharistie. Et il a ordonné à ses apôtres de perpétuer cela pour que ce qui les enseigne actuellement puisse perdurer dans le temps. Nous ne sommes rien, nous sommes, comme dirait l'autre, vanité de vanité. Tout est vanité, il faudrait qu'on s'en souvienne. Le jeudi saint, c'est ce que ça nous rappelle. Puisque le Christ s'est montré humble, nous-mêmes, on est appelés à faire les mêmes choses, à avoir les mêmes comportements que le Christ a eu envers ses apôtres. En ces jours de calme dans notre pays, nous devons nous ressaisir et penser profondément à la discipline et au travail pour l'avancement de notre pays. Le point central de ce jour, c'est le lavement des pieds, où Jésus, en tant que le Dieu vivant qui s'est fait chair, s'est abaissé, s'est humilié pour laver les pieds de ses apôtres. Jésus est le modèle d'humilité par excellence, parce que tout puissant, tout Dieu qu'il était, qu'il est et qu'il est toujours, qu'il sera pour toute l'éternité, il s'est anéanti, il s'est abaissé pour montrer à l'homme qui ne sert à rien, que l'humilité est d'abord la première vertu que nous devons cultiver en société. Même quelquefois, le grand doit écouter le petit pour prendre des décisions et vice-versa. Chacun a sa part à jouer, chacun a sa contribution à apporter à la pierre pour que l'édifice soit réellement construit. L'humilité est une vertu qu'il faut cultiver au sein de la société, d'abord en partant de la famille et en église, et c'est ce qui se fait, où le petit a droit à la parole et le grand également doit écouter ce que le petit dit. La centrale d'achat de médicaments essentiels et consommables médicaux du Bénin a réceptionné des médicaments entrant dans le traitement des sujets atteints du coronavirus. C'était ce mercredi. L'apport international, c'est bien sûr à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. Plus de précision dans cet élément. C'est un important lot de matériel médical qui a été déchargé ce mercredi 8 avril 2020 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. Il s'agit plus exactement des médicaments utilisés dans le traitement des cas confirmés au Covid-19. Un acte qui vient s'ajouter aux efforts du gouvernement dans la lutte contre ce mal. Notre pays, à travers le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mis en place un protocole thérapeutique qui est en train d'être utilisé pour les cas qui ont été confirmés, déclarés confirmés au Covid-19. Nous avions eu donc des personnes infectées qui ont été mises sous ce protocole et qui ont été déclarées guéries. Et dans ce cadre, la CAME avait déjà acquis un certain nombre de ces intrants. C'est cela qui nous a d'ailleurs permis donc, de disposer de ces intrants-là pour la prise en charge des premiers cas qui ont été confirmés. Pendant que même des pays insoupçonnés n'avaient pas ces produits-là. Pour dire aussi la rigueur avec laquelle cette
pandémie qui touche le monde entier est en train d'être gérée dans notre pays. L'administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux rassure les populations du travail méthodique qu'abarre le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. À l'en croire, le Bénin dispose de tout ce qu'il faut pour la prise en charge intégrale des malades. On a de quoi aujourd'hui faire face à cette pandémie et ces commandes qui viennent en surprise pour nous conforter totalement. Et il y a d'autres qui sont en cours d'acheminement et qui vont encore arriver dans les prochains jours. C'est un travail qui a salué et les populations doivent être rassurées de ce qu'un travail est en train d'être fait. Il n'y a donc pas de quoi paniquer. Il invite tout de même les citoyens au respect strict des mesures barrières. Rencontre ce jeudi entre les membres du gouvernement et les pharmaciens du Bénin. L'objectif est d'échanger sur les nouvelles mesures gouvernementales en ce qui concerne la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'accent a été mis particulièrement sur la vente des masques de protection. Maro Fabiola Boussari pour le point. C'est une rencontre de mise en garde et de rappel à l'ordre à l'endroit des pharmaciens. Le gouvernement n'entend pas tolérer une quelconque exagération dans la vente des masques qu'il a lui-même subventionnés et qui doivent être vendus au prix forfaitaire de 200 francs CFA. Il est constaté que certaines officines vendent ces masques à des prix élevés. Mieux, elles cèdent des masques de fabrication artisanale. Aucun stock de masques différent du cache-nez cameux ne devrait être disponible dans les officines. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Autant nos concitoyens peuvent se protéger avec des moyens de fortune, autant il est inacceptable que vous puissiez être les acteurs de cette session. Parce que l'image que vous transposez n'est pas une image de ce que vous devez refléter normalement. Vous n'êtes pas des commerçants, avant toute chose. Vous êtes des hommes de la médecine. L'ultimatum a été donné pour qu'à partir de ce jeudi 9 avril 2020 à 18 h, qu'aucun masque ne soit vendu à un prix excédant 200 francs CFA. Ceux qui ne respecteront pas la décision s'exposent à des sanctions conformément à 2 infractions. Refus de vente et majoration illicite de prix. Ces 2 infractions peuvent recevoir des sanctions assez lourdes. À titre d'exemple, les sanctions pour le refus de vente peuvent aller de 500 000 à 100 millions de francs CFA. Donc il y a des sanctions principales et des sanctions accessoires. Et des peines privatives de liberté pouvant aller de 3 mois à 5 ans. En dehors donc de ces sanctions principales, il y a des peines complémentaires qui peuvent être appliquées. Il y a d'abord la mise sous séquestre des biens du condamné à concurrence des sommes à garantir. Il y a une interdiction temporaire ou définitive d'exercer toute activité professionnelle. Il y a la vente aux enchères du fonds de commerce. Et pour que ces sanctions-là ne soient pas appliquées, il faut que chacun respecte son engagement, chacun respecte son serment, chacun fasse son travail. À noter que des consignes ont été données pour que ceux qui disposent encore d'anciens masques puissent les retourner à la CAME pour approvisionnement subséquent. Le gouvernement, vous le voyez bien, a pris les siennes. On voudrait en appeler donc à votre sens patriotique, mais également à votre élan de solidarité, parce que l'heure ne sera pas à la spéculation. Il ne s'agit pas donc de courir à un enrichissement tirant prétexte du contexte actuel. Le gouvernement a déjà organisé des moyens de contrôle et ce sera une tolérance zéro. Et la décision du gouvernement sur le port de masques de protection obligatoire a entraîné donc une ruée vers ce produit. Dans les feux tricolores, les boutiques, on en trouve de toutes sortes. Ce soir, ce sont les masques de protection en tissu qui nous intéressent. Et pour en discuter, nous recevons sur ce plateau M. Géry Sinclair. Bonsoir, M. Sinclair. Bonsoir madame. Bienvenue sur le journal de Télé. Merci. Vous êtes créateur de mode et vous confectionnez actuellement donc des masques de protection. Déjà, qu'est-ce qui vous a amené à en confectionner, surtout que ce n'est pas votre profession d'origine? Alors, merci madame. La première chose, c'est que face à une pandémie comme celle que nous vivons en ce moment, oui, il est important que nous rentrions tous dans l'action. Et c'est ce qui nous a principalement motivés. Ensuite, on s'est dit, voilà les masques jetables qui ont une durée de vie de 3 heures.
Si on doit les utiliser en réalité, ça veut dire qu'on peut se retrouver à changer 5-6 masques par jour. Exactement. Et nous connaissons le pouvoir d'achat du Béninois moyen. Et face à cela, il faut faire un choix. Il y a une paroisse qui interdit les masques en tissu, mais nous sommes de la paroisse qui dit qu'il faut un masque en tissu et que c'est mieux que de n'avoir rien du tout. Vous avez des gens qui, par exemple, mettent les masques jetables toute la journée. Ça veut dire qu'on s'en va en réalité créer un nouveau problème sanitaire. Donc nous nous sommes mis au travail, nous avons arrêté toutes les confections d'uniformes de corporation que nous faisons pour nous consacrer à la confection de masques en tissu qui pour le coup quand même sont appelés à respecter un certain nombre une certaine norme parce qu'il y a des instances normatives en la matière. Très bien. Vous allez nous parler des normes tout à l'heure, mais est-ce à dire que tout ce qui protège quand même le nez et la bouche, est-ce qu'on peut les appeler masques? Est-ce qu'il faut nécessairement en porter un uniquement parce que ça protège la bouche et le nez? Moi je dirais oui. Et c'est très personnel et je pense que beaucoup pensent comme moi qu'il vaut mieux avoir quelque chose que de n'avoir rien du tout. Mais attention, il faut que les gens comprennent que le port d'un masque en tissu ne les dispense pas de l'observance des mesures barrières qui sont préconisées par l'OMS pour éviter la contagion. Ça voudrait dire que première chose, il faut continuer à se laver les mains à l'eau et au savon, utiliser les gels hydroalcooliques et surtout savoir que lorsqu'on met un masque, il y a un nouveau comportement à adopter. Il faut éviter de toucher le masque parce qu'une fois que vous l'avez porté par les élastiques, toutes les fois que vous le touchez, en réalité, vous contaminez les doigts. Donc, il y a un nouveau comportement et cela va arriver progressivement parce qu'il est également de notre responsabilité d'entrer dans une dimension éducative de la population. Parce qu'on leur dit de mettre des masques, mais personne ne leur dit réellement comment est-ce qu'il faut mettre les masques, comment est-ce qu'il faut les utiliser. Donc, nous, au-delà de ce que nous sommes dans l'action en proposant un dispositif alternatif au masque jetable, nous voulons également nous mettre dans la danse à commencer de plus en plus à éduquer les populations à l'usage de ces genres de masques. Surtout qu'il faut aussi en changer dans la journée. C'est pas parce que c'est un tissu qu'il faut garder le même toute la journée. Alors, au niveau de notre marque à nous, nous proposons que les populations en aient 2 par jour en moyenne. Et qu'il faut les laver au détergent classique, les repasser. Et au bout de 30 jours, normalement, on estime que la toile que nous utilisons, parce que nous sommes en multicouche et parfois avec des filtres, que la toile peut être altérée et que pour cela, il faut changer le masque. Donc, c'est 2 masques en moyenne par jour et au bout d'1 mois, il est important de changer son masque en tissu. Très bien. Alors, je le disais tantôt, on retrouve des masques en tissu un peu partout sur le territoire aujourd'hui. Quelle est la particularité de ce que vous faites? Alors, vous savez, les masques en réalité doivent être conçus à base de tissus à fibres ultra serrées. Il y en a qui ajoutent des filtres, c'est positif. Mais en réalité, le problème des filtres est apparu à quel moment? Lorsque le CHU de Grenoble a décidé par exemple que de façon artisanale, on commence par produire des masques pour le personnel soignant. Parce que je vais vous expliquer. En Europe, ils sont rentrés dans un contexte où le personnel soignant n'avait plus de masques. Pourquoi? Parce que la ruée des populations vers les masques chirurgicaux a créé une pénurie. Et donc, les hôpitaux ont commencé à crier à l'alerte et à demander donc aux artisans locaux de leur fabriquer des masques en tissu munis d'un dispositif filtrant. Et c'est comme ça que l'histoire des filtres est apparue. Aujourd'hui, il y a la possibilité de fabriquer des masques en tissu pour les populations sans filtre, mais en s'assurant que nous sommes sur un procédé multicouche qui les protège suffisamment. D'accord. Et vous parliez des normes tout à l'heure. Quelles sont les normes qu'il faut respecter? Ça fait partie des normes. Oui. Il y a la taille du tissu à utiliser pour respecter une ergonomie de la population en termes de forme de visage et tout ça. Il y a une moyenne qu'il faut respecter. Il faut prévoir un dispositif de bride, c'est-à-dire que les élastiques ont une certaine dimension à avoir pour convenir à la plus grande partie de la population. Il y a un dispositif de pli qu'il faut appliquer pour permettre un bon réajustement au niveau du nez et sous le menton. Donc vous voyez, il y a un ensemble de choses et comme je vous disais tout à l'heure, le tissu, la toile, nous recommandons davantage le multicouche et pour ceux qui peuvent le faire,
de rajouter de la flanelle, par exemple, qui constitue un dispositif filtrant. Et en dehors de ça, il y a également les conditions de fabrication. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fabrication de masques artisanaux, en fait, des masques en tissu de façon artisanale, n'est pas réglementée. Mais il est important, face aux difficultés que les populations peuvent avoir à s'acheter des masques jetables, que les instances dirigeantes nous aident à retrouver un cadre normatif pour la fabrication de ces masques-là et pour aider les populations à les utiliser. Mais justement, comment est-ce que le citoyen lambda peut reconnaître le bon masque à utiliser en fait? Oui, cela rappelle encore à l'éducation. Ça veut dire que vous, autant que nous, avons tous la responsabilité d'expliquer aux populations c'est quoi un bon masque, c'est quoi un mauvais masque, le masque, comment est-ce qu'il faut le mettre, comment est-ce qu'il faut le laver, etc. Parce que c'est tout nouveau dans notre quotidien. D'accord. Qu'en est-il du prix? Parce que le prix, chacun y va comme il le veut. Hein? Alors, lorsque je retrouve des masques qui se vendent à 200, 500 francs dans les feux, un peu comme les drapeaux des écureuils, je souris, mais cela m'attriste. Parce que lorsque vous respectez tout le protocole qui est tout de même relayé par les instances normatives en la matière, vous vous rendez compte que la production de masques en tissu a un coût. Il y a un coût de production qui est inaliénable. Et par rapport à cela, il est totalement impossible de vendre un masque de qualité en deçà d'un certain seuil. D'accord, je pense qu'on va vous retrouver peut-être après pour d'autres détails. Merci beaucoup Sinclair Géry. Vous voulez bien conclure, qu'est-ce que vous voulez dire sur les masques de protection pour qu'on puisse indiquer à la population ce qu'il faut faire? Alors je voudrais dire tout simplement que première chose, nous appelons nos dirigeants à nous aider à encadrer l'activité. Deuxième chose, que nous nous inscrivions tous dans une dynamique d'éducation aux populations qui retrouvent un nouveau comportement dans leur quotidien et que chacun de nous continue à observer les mesures barrières qui sont préconisées par l'OMS. Vous et moi, on aurait dû mettre des masques. Merci bien, Monsieur Géry Sinclair. Vous êtes créateur de mode. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler des masques de protection alternatifs, ce fait en tissu. Merci d'être passé par ici. Merci à vous aussi. On poursuit donc cette édition d'information pour parler du réaménagement du calendrier scolaire 2019-2020 dans le cadre de l'évaluation des mesures de riposte à la pandémie du coronavirus. Les congés du deuxième trimestre sont prorogés jusqu'au dimanche 10 mai 2020. Ainsi en a donc décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Je vous invite à suivre Alain Roula, porte-parole du gouvernement, pour plus de précisions. Le Conseil a procédé à la revue du calendrier scolaire en vue de la validation de l'année scolaire et académique en cours dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, a-t-il été décidé de la prorogation des congés du deuxième trimestre en cours jusqu'au dimanche 10 mai 2020. En conséquence, les établissements maternels, primaires, secondaires et universitaires, publics et privés, confessionnels et étrangers resteront fermés sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à cette date. Sur la base de ce réaménagement, les différents examens démarreront aux dates indiquées ci-dessous. CEPE, le lundi 6 juillet 2020. BEPC, le lundi 13 juillet 2020. Baccalauréat, le lundi 20 juillet 2020. En conséquence, les vacances scolaires sont fixées au vendredi 24 juillet 2020 après les cours de l'après-midi. La reprise des cours pour le compte de la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour le lundi 28 septembre 2020. Les responsables du parti FCDB étaient ce jeudi face à la presse. Ils ont décidé de rompre le silence après le rejet de leur dossier par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Toutefois, le parti s'engage à rester fidèle à ses idéaux, être un parti de l'opposition constructive. Suivons un extrait de la déclaration du président du parti. Mesdames et messieurs les journalistes de la presse publique et privée de notre pays, chers responsables à divers niveaux du parti Force Cori pour le développement du Bénin, honorables invités, mesdames et messieurs,
le lundi 30 mars 2020, en rendant publics les résultats des délibérations de ses membres. La Commission électorale nationale autonome Sénat a mis fin à la procédure de déclaration des candidatures engagées auprès d'elle par les partis politiques 3 semaines plus tôt. Au terme de cette délibération, elle a rejeté la déclaration de candidature de notre parti Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB. Mesdames et messieurs, cette décision a eu l'effet de tonnerre sur les militantes et les militants, les sympathisants et les responsables de notre jeune formation politique. Les nombreuses marques de compassion reçues par divers canaux de communication et sous différentes expressions en témoignent. Elle confirme la profonde déception que les amis et les membres de notre parti ont légitimement ressentie. Notre conviction inaltérable est qu'un grand et sérieux travail a été abattu par nos braves militantes et militants dans la collecte et le montage de notre dossier de candidature. Aussi, notre parti, en sa qualité d'opposition constructive, responsable, prend-il acte de cette décision historiquement lourde. Néanmoins, même s'il n'est plus besoin de le dire, nous voulons néanmoins rappeler que notre parti, Force Cori pour le développement du Bénin, est à ce jour le seul parti politique qui s'est ouvertement réclamé de l'opposition constructive et qui s'impose progressivement et méthodiquement comme tel dans l'arène politique nationale. Ici et maintenant, nous réaffirmons solennellement ce choix politique et prenons l'engagement d'y rester courageusement fidèles à nos idéaux. Et pour finir, le départ de l'ex-président de la République Boni Yayi du parti FCBE Force Cori pour un Bénin émergent semble être connu. Selon le quotidien d'information Banouto, c'est une histoire de 18 millions de francs CFA qui serait la raison principale de sa démission. Une affaire de financement selon le site qui serait refusée pour le paiement de la caution de la FCBE au communal de mai 2020. Interrogé par Banouto ce jeudi 9 avril 2020, Paul Honkwe confirme les faits. Le secrétaire exécutif national dont la légitimité est contestée par une partie du bureau estime avoir pris cette décision pour des raisons conséquentes. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous.